Donc bonjour à tous et à tous de nouveau. Est-ce qu'on a Blandine aussi en... Oui, je suis là. Super, très bien. On clôt ce colloque qui, depuis 3 jours, interroge le péplum, mais aussi ses marges, par une dernière table ronde où on décale légèrement le propos sur la manière dont on dessine, redessine, réinvente le péplum dans ses codes, dans ses thèmes, dans ses images, dans ses imaginaires. Voilà, les 3 jours qu'on est dessus, avec le dessin. Donc on a appelé ça dessiner de péplum. Et pour parler de ce sujet avec moi, on avait envie d'inviter des gens qui font ça et pas seulement des gens qui pensent à ça. Et donc nous avons 2 invités que je vais laisser se présenter, mais avec un petit biais. La question de départ, c'est qui êtes-vous et quel est votre rapport à l'Antiquité, c'est-à-dire d'où parlez-vous au fond? Et peut-être qu'on peut commencer juste parce que le PowerPoint est fait comme ça par toi, Edouard. Ok, d'accord. J'y vais. Donc, Édouard Court, auteur de BD, notamment Héraclès, et aussi directeur artistique sur Icare. Donc, on va parler de tout ça pour un truc. Et mon rapport à l'Antiquité, d'où je parle. Qu'est-ce qui, soit dans ta vie, soit dans ta formation, voilà, comment tu peux nous dire pourquoi tu arrives à là? Y a un truc de fascination depuis assez petit pour ces sujets-là, surtout les créatures mythologiques, je crois. C'est un truc qui m'a toujours pas mal parlé. Et après, j'ai été latiniste au collège, extrêmement mauvais parce qu'il en latin tout court et puisqu'il fallait apprendre des choses par cœur, c'est mon pire, c'est le truc que je fais le moins bien. Mais par contre, tout ce qui était initiation au mythe et puis, enfin voilà, tout ce qui parlait du sujet me plaisait. Apprendre le latin moins, même si maintenant je me rends compte que ça m'a aussi apporté plein de trucs et que l'air de rien, j'ai retenu plein de choses de tout ça. Mais fondamentalement, quand j'ai commencé à bosser sur le sujet, j'étais pas un érudit, j'étais intéressé, je croyais savoir, et c'est justement en redécouvrant tout ce que j'avais pas vraiment compris, ce que je ne savais pas vraiment, que j'ai eu l'intérêt de raconter ce que je venais de découvrir. Donc voilà. Je suis quelqu'un qui raconte ce qu'il découvre en même temps qu'il le découvre. Merci beaucoup. Et Blandine, est-ce que vous pouvez nous dire, vous aussi, qui vous êtes et d'où vous parlez, s'il vous plaît? Oui, alors bon, déjà, je voudrais commencer par m'excuser auprès des organisateurs de ce colloque, auprès d'Édouard Court et auprès du public de ne pas être là en présentiel avec vous aujourd'hui. C'est vraiment lié à ma négligence. J'ai trop tardé à prendre les billets de train, tout simplement. Donc, je suis heureuse que la technique nous permette d'être ensemble et je m'excuse encore pour mon absence en présentiel. Alors, moi, j'ai un peu une double casquette par rapport à l'Antiquité, c'est-à-dire que, oui, je suis universitaire, je suis antiquisante, je suis, on va dire, spécialiste de culture gréco-romaine, donc c'est un domaine que professionnellement je connais très bien. Mais en fait, je suis un peu comme Édouard Court dans la mesure où moi, l'Antiquité m'a fascinée depuis l'enfance et je suis entrée dans l'Antiquité vraiment par la culture populaire, par les péplums notamment, qu'on me laissait regarder quand j'étais petite. Tous les péplums avec la vie du Christ, j'ai tout vu, hein, Barabbas, tout ça, quand j'étais vraiment toute petite. C'était sûrement pour mon édification chrétienne. Ça m'a plutôt donné envie de connaître les Romains de l'autre côté, quoi, les méchants en gros. Et en fait, moi, l'Antiquité, c'est avant tout une histoire d'image, de sensualité, de romanesque. C'est vraiment cette veine-là qui m'a conduite à devenir spécialiste de l'Antiquité et à m'orienter professionnellement vers l'Antiquité. Mais il y a vraiment une appétence toute romanesque pour l'esthétique, pour les batailles, pour les corps, pour la violence, la sexualité, enfin tout ça, quoi. Moi, c'est ça qui m'a attirée vers l'Antiquité. Et un peu par curiosité, quels sont vos recherches, enfin vos thèmes de recherche qu'on comprenne aussi là Alors, oui, c'est vrai qu'en tant qu'antiquisante, moi, je fais des recherches en philosophie et littérature antique sur la notion de monstruosité dans l'Antiquité.
Donc, d'où effectivement un attrait particulier pour la mythologie et pour le personnage de Médée à qui j'ai consacré une bande dessinée. Bon, on en reparlera sans doute un petit peu plus tard, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que nous a légué la mythologie, c'est que les personnages sont tous en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette séparation entre les gentils et les méchants, en gros un petit peu noir et blanc. On a des héros qui sont pleins de failles, on a des dieux qui sont pleins de passions très humaines. Et justement, tous les personnages admirables de la mythologie, c'est aussi des personnages qui sont inquiétants et ambigus. Donc, c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'Antiquité, c'est le réservoir romanesque énorme et très nuancé qu'elle peut nous offrir. Alors, vous l'avez dit, que vous, du coup, l'un et l'autre, vous vous attaquez finalement à des... D'abord, vous utilisez un matériau qui existe, voire vous vous attaquez un peu à des monuments de la mythologie grecque. On avait Héraclès, on a le mythe du Minotaure, Minos, et Médée d'un autre côté. Donc, c'est évidemment, il y a des textes, des sources antiques qui sont elles-mêmes déjà des monuments littéraires. Et puis après, il y a quand même 3000 ans d'écriture et de réécriture. Et j'avais envie de commencer par vous demander un peu comment vous avez osé refaire un Héraclès, réécrire sur Médée, transformer le mythe du Minotaure. Je te laisse commencer. Oh, bah, si tu veux, mais bon, très bien. On fait chacun notre tour. Alors, moi, j'ai pas de complexe par rapport à l'Antiquité, dans la mesure où, en fait, l'écriture dans l'Antiquité, aussi bien grecque que romaine, elle se fonde sur ce qu'on appelle l'imitatio variatio, l'imitation de ce qui a été fait avant sur le même thème, et la variation, c'est-à-dire le fait que chaque auteur s'autorise à rajouter des petites choses de son invention à une histoire très connue qu'il raconte. Et donc, moi, je me suis vraiment, quand je me suis attaquée au personnage de Médée, inscrite dans cette continuité. Je me suis dit, je vais réunir toutes les sources, voire essayer d'utiliser au maximum les sources, et puis je vais combler les vides en toute liberté, en inventant ce qu'il y a à inventer. Et puis, je vais triturer tout ce matériau et je vais faire une Médée comme j'ai envie de la faire. Et en fait, c'est comme ça que ça marchait dans l'Antiquité. Donc, je n'ai pas eu du tout de complexe par rapport à ça. Je me suis lancée avec mon désir et à la fois mon désir de fidélité à des éléments qui nous avaient été légués par l'Antiquité et l'idée que très légitimement, je pouvais inventer des choses puisque, on peut le rappeler, Médée, tout comme Héraclès, ne sont pas des personnages historiques. C'est des personnages mythiques. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut avec eux. C'est marrant, on se retrouve un peu là-dessus. La chose que j'explique souvent, moi, quand on me demande pourquoi Héraclès, comment, tout ça, c'est qu'effectivement, il y a, même si c'est des monuments ultra racontés, re-racontés, il n'y a pas, comme dans le cas de l'Odyssée, par exemple, un texte ultime, fondateur, où les spécialistes connaissent tout à la virgule près. Il y a plutôt une vingtaine, trentaine de sources différentes avec des petites variations. Donc déjà, rien que ça te donne l'idée de... Il y a le droit de raconter, il y a le droit d'en refaire quelque chose. Et comme je le disais dans le cas d'Héraclès, moi je suis justement parti sur l'idée de raconter l'intégralité de l'histoire en redécouvrant le mythe. Au départ, c'était juste un projet de 12 illustrations sur les 12 travaux. Et puis, en me documentant, j'ai commencé à me dire, mais on raconte jamais ça, après les 12 travaux, le pourquoi il le fait, en fait, c'est pas clair. Et puis, en fait, les 12 travaux, ils peuvent changer d'ordre, etc. Et en fait, en réalisant ce qu'il y avait tout autour et à quel point, à force de le raconter, on ne savait plus du tout quel était l'ensemble de base, j'ai fait un peu mon petit manifeste de l'adaptation et j'ai l'impression qu'on se retrouve là-dessus, de dire on peut reprendre la base et ça a l'air nouveau. On en est à ce point-là maintenant de revisitage de mythes. On s'est tellement éloigné à, je sais pas, faire des adaptations de
Hercule dans l'espace, voilà, tordre le truc, que finalement juste retourner à la base de la base, ça avait l'air un petit peu tout frais, tout nouveau. Et j'ai eu la même démarche de quand toutes les versions se retrouvent sur quelque chose, je garde cette sorte de colonne vertébrale solide qu'on voit. Et par contre, là où je voyais de la variation, je m'amusais avec. C'était un peu ça mon phare pour avancer dans l'adaptation. Et alors, du coup, c'était en fait la question que j'allais vous poser derrière. Comment est-ce qu'on choisit quand il y a des versions concurrentes? Donc, en fait, la réponse c'est j'en choisis pas, j'en profite et je réécris. Moi, j'avais un truc j'essaye de prendre ce qui est le plus logique de bout en bout. Essayer de pas prendre des trucs qui se contredisent, notamment, je sais pas, on pouvait avoir dans une version un personnage qui meurt, mais plus tard il y en a besoin parce qu'il intervient dans un des travaux. Ce genre de choses. Donc déjà, voilà, essayer de prendre ce qui semble le plus logique de bout en bout. Et puis sinon, ce qui me semblait le plus intéressant. Et même des fois, voilà, justement, quand il y avait beaucoup de variations, je me disais, tiens, ça veut dire on peut en faire ce qu'on veut, chacun se l'approprie ce petit moment. Et voilà, il peut y avoir des tout petits détails qui bougent jamais. Je cite souvent le crabe géant dans le combat contre l'hydre. Il est tout le temps là, dans toutes les versions que j'ai vues. Il y a un crabe géant qui vient, qui repart, mais il est important, donc je le mets. Et par contre, il y avait un truc à un moment avec un instrument magique avec les oiseaux du lac Stymphal. Et cet instrument était tout le temps un instrument différent. À chaque version que je lisais, ça pouvait être un tambourin, une flûte, un machin. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais jouer, je vais faire quelque chose avec moi. Donc moi, j'ai pris un triangle. Vous verrez pourquoi si vous lisez la BD. À toi, Blandine. Et vous, Blandine Alors, moi, ça a été... alors moi, ce qui s'est passé, c'est que donc mon personnage, c'était quand même une super méchante. Hein. C'est une des figures monstrueuses féminines les plus célèbres et les plus objectivement monstrueuses de l'Antiquité, de la mythologie gréco-romaine. Et donc, il y a beaucoup d'éléments très fantastiques qui sont associés à son histoire, puisqu'elle est magicienne et sorcière. Et donc, moi, l'idée de départ, c'était quand même d'en faire un personnage m'aider évidemment tout en nuances, mais aussi auquel il était possible de s'identifier un tant soit peu. Et donc, j'ai assez très vite pris le parti de rationaliser, pas totalement, mais en grande partie, le mythe. C'est-à-dire d'expurger le mythe de tout un tas de personnages et d'éléments qui relèvent du merveilleux et de l'impossible. Donc, ma démarche était vraiment une rationalisation du mythe de Médée autant que possible. Donc, par exemple, certains des tours de magie de Médée deviennent des tours d'illusionnistes. Médée n'est pas une sorcière, c'est une femme savante qui donc a accès à des secrets de la nature, elle maîtrise le pouvoir des herbes, etc. C'est une sorte de chimiste et de femme médecin. Est-ce que vous voyez le PowerPoint en direct ou pas? Oui, je le vois. Ah, voilà. Alors là, c'était pour être sûr que vous puissiez commenter aussi. Oui, alors je peux commenter ça, effectivement. Donc là encore, dans le mythe, Jason, donc celui que Médée va épouser, a été élevé par un centaure, le centaure Chiron, donc centaure homme, mi-homme, mi-cheval. Je suis allée puiser chez un auteur de l'Antiquité qui s'appelle Palaïphatos et qui a écrit un livre de rationalisation des mythes. Palaïphatos dit qu'en fait, les centaures, c'était des cavaliers qui descendaient rarement de leur cheval et que donc, quand on les voyait passer sur la crête des montagnes à contre-jour, on voyait une silhouette d'homme-cheval et que c'est de là que serait né le mythe des centaures. Et donc, j'ai tout simplement intégré ça à mon scénario où on voit la première apparition des centaures. C'est donc, comme on le voit sur cette illustration de Nancy Peña, des cavaliers sur la crête d'une colline. Je suis allée puiser l'idée tout simplement chez Palaïphatos. Et voilà comment naissent les centaures. Et pareil, je ne sais pas si vous avez l'image du dragon gardien de la toison d'or, mais enfin, j'ai refait la même chose. Hein. Moi, je l'avais avec le Minotaure, parce que comme ça faisait le Minotaure, pareil, chez Palaïphatos, le Minotaure, c'est censé être un enfant anormal qui a été élevé en raison de sa monstruosité à l'écart, nourri de viande crue et qui est devenu sauvage et fou à cause de sa réclusion. Donc, voilà comment j'ai
réintégrer tous les éléments merveilleux, en tout cas une grande part des éléments merveilleux du mythe au scénario, mais en les rationalisant. Et puis, j'ai eu aussi à cœur puisque moi aussi, un peu comme Édouard Court, j'avais des versions concurrentes du mythe de Médée. C'est toujours comme ça avec la mythologie. Hein. J'ai eu à cœur de réintégrer des versions que je n'ai pas conservées, mais par le biais de déformation de l'histoire qui se fait avec le temps de manière plus ou moins volontaire, de calomnies qu'on a répandues sur Médée. Donc ça me permet de réinjecter dans mon scénario des sortes de contre-champs qui correspondent à des versions que je n'ai pas conservées, mais qui arrivent quand même dans l'histoire, sous forme de déformation mensongère ou involontaire de ce qui s'est réellement passé. Alors, du coup, ça me permet de faire une transition vers l'autre support, l'autre œuvre dont on voulait parler, qui est cette fois non pas une bande dessinée, mais un dessin animé. D'abord, est-ce que peut-être, Édouard, tu peux nous dire exactement quel a été ton rôle sur ce dessin animé, parce que tu nous as donné un titre, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Et est-ce que dans la manière pour l'instant, on est toujours dans cette manière de d'écrire, de réécrire un mythe, est-ce que pour le coup, ta posture était différente, peut-être en fonction de ton rôle dans la création de l'œuvre? Alors complètement, puisque ce film n'est pas le mien, c'est celui de Carlo Vogel qui du coup est le réalisateur, qui lui, pour la petite histoire, m'a contacté parce que Héraclès faisait partie de quelques-unes de ses références dans l'idée d'adapter le mythe d'Icare. Donc il m'avait contacté juste pour parler de ça à la base. Et puis de fil en aiguille, il m'a proposé de faire du storyboard peut-être dessus, parce que BD, storyboard, ça ressemble un peu. Et puis à force de rentrer de plus en plus dans le projet, il m'a proposé carrément le poste de directeur artistique. Directeur artistique, pour faire simple, c'est la personne qui aiguille à quoi va ressembler le film. Et donc en vrac, il y avait trouvé le design des personnages, trouver l'aspect général des décors, l'esthétique globale du film, et bosser après avec toutes les équipes. Sur un film, on est beaucoup moins seul que sur une BD, donc voilà, après on délègue, mais du coup dire à chacun vers où on va en gros, et puis aussi les orienter et aller ensemble vers des choses. Et donc du coup, sur la façon d'adapter le mythe, c'était pas moi qui avais le dernier mot. Après, on a eu beaucoup de discussions avec le réalisateur qui réécrivait, même presque quand le film était presque fini, il y avait encore des petites choses qui se réécrivaient, des petits morceaux qui changeaient, et à chaque fois, on en parlait ensemble. Il avait une démarche qui quand même est aussi comme ça assez similaire. Il a repris tous les bouts de mythes crétois, donc autant celui de Dédale et d'Icare que Minos, le Minotaure, Thésée, Ariane, etc. Il a collé un peu tout ça ensemble en essayant de garder pareil ce qui est dans les sources de mythes, et il a ajouté son grain de sel en créant une amitié, une rencontre entre Icare et le Minotaure, ce qui normalement n'est nulle part, mais finalement a presque naturellement sa place dans les creux du mythe, parce que finalement Icare, on n'en entend parler qu'une fois que Dédale est enfermé. Avant, il n'a pas vraiment d'existence, et là du coup, ça lui donne une sorte d'existence. On comprend peut-être mieux pourquoi il va vers le soleil avec ça. Et donc voilà, il joue avec juste ce petit ajout, et puis par contre, sur tout le reste, il essaie de rester proche du mythe, notamment pour ce qui est de Dédale, Minos, et puis après Thésée, Ariane. C'est juste avec le Minotaure où il s'amuse un peu. Et alors, on a commencé à parler image, mise en image, etc. Mais je voudrais rester encore un tout petit peu sur la mise en histoire. Comment faites-vous, alors là pour le coup plutôt sur votre casquette de scénariste, comment avez-vous fait l'un et l'autre, puisque a priori les lecteurs connaissent, si ce n'est l'essentiel de l'histoire, effectivement, là vous avez peut-être raison, c'est qu'on a l'impression de connaître, on ne connaît rien, mais de fait, en général, on connaît la fin. Vas-y, à toi d'abord. Alors moi, une partie aussi de l'intérêt du personnage de Médée, pour moi, en tant que scénariste,
c'était qu'il y a des grosses zones d'ombre dans sa biographie. Et donc, j'étais partie de l'idée que je voulais raconter sa vie de sa naissance, en tout cas de son enfance, jusqu'à sa mort. Or, la mythologie se concentre essentiellement sur 2 moments de la vie de Médée, enfin, disons 3, mais essentiellement le moment où elle a, disons, à peu près 16 ans, lorsque les Argonautes arrivent en Colchide, le pays de Médée, pour réclamer la toison d'or au père de Médée. Donc, avant les 16 ans de Médée, on ne sait rien de sa vie. Et puis, après son 2e mariage et son exil d'Athènes, elle disparaît aussi des radars et on ne sait pas du tout comment Médée finit sa vie. Donc, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la grande liberté que m'offraient ces 2 moments aux 2 extrémités de sa vie, parce que ça me laissait la possibilité d'inventer quelque chose qui soit en cohérence avec le personnage. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire les choses rapidement, donc à 16 ans, elle est princesse. À 16 ans, il y a des étrangers grecs qui débarquent en Colchide et en l'espace de 24 heures, elle tombe amoureuse du chef, Jason. Elle décide de trahir son père, de s'enfuir avec les Argonautes, d'abandonner sa vie pour s'enfuir. Bon, dans le mythe, c'est expliqué par le fait qu'elle tombe follement amoureuse de Jason. Je trouvais que c'était évidemment un peu court comme motivation, surtout si je voulais donner un caractère réaliste à Médée. Et donc, eh bien, le challenge, entre guillemets, du scénario, ça a été d'inventer un scénario qui rende plausible que cette fille qui est intelligente, tout sauf étourdie, indépendante, puissante, qui rende plausible le fait qu'en 24 heures, elle abandonne tout. Alors, je ne vous raconte pas comment je m'en suis dépatouillée, mais enfin voilà, il a fallu lui inventer une enfance qui explique tous les traits de caractère qu'on connaît de Médée. Alors, vous avez mis effectivement quelques planches. Là, c'est une planche qui montre une petite fille qui est assez rétive à l'éducation qu'on veut lui imposer, enfin, à la part féminine, enfin, dite féminine, la broderie, tout ce qui est activité un peu statique. Elle est rétive à ça. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez... Est-ce que vous avez mis la planche du laboratoire d'Ayétès? Je crois que je viens de vous la mettre. La non dissection. Non, ouais, voilà, elle n'est pas à l'écran. Voilà. Alors ça aussi, ça faisait partie justement des planches qui sont là pour expliquer comment cette Médée qu'on connaît, elle a une grande familiarité avec la mort, elle a une grande curiosité intellectuelle. Et donc, j'ai fait de son père Ayétès, qui dans la mythologie est un roi cruel, hein, très hostile aux intrusions dans son royaume, j'en ai fait une espèce de Léonard de Vinci avant l'heure, quelqu'un d'extrêmement curieux intellectuellement, qui fait des expériences dans son laboratoire. Et donc, il y a cette scène-là, c'est une scène d'autopsie, à laquelle il fait assister ses 2 jeunes enfants. Donc, on voit Médée et son petit frère Absyrtos, donc ils ont respectivement, on va dire, 7 et 5 ans, quelque chose comme ça. Et il semblait qu'en une image, en une scène, on arrivait à faire comprendre beaucoup de choses du personnage adulte, c'est-à-dire à la fois sa soif de savoir, sa grande curiosité intellectuelle, mais aussi une familiarité précoce, peut-être trop précoce. En tout cas, je pense que personne d'entre nous raisonnablement ne ferait assister ses enfants à une autopsie à un si jeune âge. Médée, elle a vécu ça, elle a baigné là-dedans. Et donc, ça explique le côté qui peut être inquiétant de son personnage et puis sa familiarité avec la mort, avec le sang, avec tout ce qui est macabre. Voilà, donc c'est par petites touches comme ça. Et puis, je ne veux pas trop monopoliser la parole, donc juste en 2 mots pour l'après. Ce que j'ai inventé l'après, ça a été la grande question de comment vit-on lorsqu'on a assassiné 2 enfants, ces 2 enfants qu'on aimait. Et donc, j'ai vraiment consacré toute la fin de l'histoire à comment on vit quand on a un curriculum vitae criminel aussi chargé, comment on finit sa vie. Et voilà. Et donc, l'idée que j'ai trouvée, c'était de prolonger la vie de Médée, pour le coup, de manière totalement surréaliste. Hein. On rentre quand même, c'est la part fantastique du récit. Médée va vivre 1000 ans. Et donc, elle a le temps d'expier, de réfléchir, de réfléchir à sa propre violence. Voilà, ça s'inscrivait un petit peu dans le cadre de ma réflexion sur la monstruosité et sur comment on devient un monstre et comment chacun d'entre nous se
se dépatouille avec ses propres pulsions violentes, parce qu'on en éprouve tous à des degrés divers, disons. Voilà, pardon. Non, mais en fait, je vais peut-être vous laisser encore un petit peu la parole parce que ça, c'était pour l'avant et l'après où vous avez pu trouver, apporter vos propres explications, vos propres réflexions, etc. Et comment vous avez fait avec ce qui est le centre de l'imaginaire collectif, enfin le cœur de l'imaginaire collectif sur Médée, c'est-à-dire comment vous l'avez représenté comme mère? Alors, c'était important pour moi parce que, alors, pour le coup, on a quand même deux monuments de la littérature occidentale. Hein. On a la Médée d'Euripide et la Médée de Sénèque. Et ce sont deux tragédies qui mettent l'accent sur le côté maternel de Médée, paradoxalement. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme qui est détachée de ses enfants et qui les tue pour faire souffrir son mari. C'est une femme qui aime passionnément ses enfants, qui est charnellement mère. En tout cas, chez Sénèque, ça apparaît de manière très, très forte. Hein. Elle aime ses enfants, elle les considère comme sa propre chair et elle les tue. Et en les tuant, elle se fait souffrir elle-même atrocement. Mais son désir de vengeance va tellement loin qu'elle est prête à endurer cette souffrance pourvu que ça fasse souffrir Jason qui l'a abandonné. Et donc moi, c'était important dans la BD de montrer une Médée mère aimante, une Médée maternelle, et même une Médée qui, en fait, se soumet à cette vie de maternité que Jason lui impose avec tout ce que ça suppose dans le monde des Grecs, c'est-à-dire un enfermement, une soumission à l'autorité masculine, etc. J'ai voulu montrer une Médée qui jouait ce jeu-là, qui disait puisque mon mari m'aime, je vais accepter cette vie parce que j'ai choisi de vivre dans ce monde-là où c'est ce qui est permis aux femmes. Et donc, il y a beaucoup de planches dans la BD qui montrent des scènes de vie familiale totalement banales, tout à fait charmantes, peut-être un peu niaises, enfin, les choses habituelles, les premiers pas des enfants, des jeux, etc., des câlins. Et ça me semblait important pour donner justement du poids au meurtre de Médée, pour montrer l'attachement qu'elle a à ses enfants et puis de faire exister les deux garçons aussi, les deux enfants, parce que c'est vrai qu'ils passent un peu comme des ombres dans la littérature antique. Là, les enfants ont une présence, ils ont une personnalité, et donc l'idée, c'est que le lecteur soit un peu déchiré au moment où les deux petits se font égorger. Voilà. Alors, du coup, je reviens sur ma question initiale, mais qu'on n'a pas vraiment perdue. En fait, c'est comment est-ce qu'on fait, donc comment est-ce que tu as fait toi aussi, pour écrire un scénario en sachant que, bon, en vrai, on sait tous qu'il devient Dieu. Bon, voilà, on sait peut-être pas tous exactement sous quelle forme, etc. Mais comment tu joues avec ça? Justement, j'aurais tendance à dire, en questionnant plein de gens, moi déjà quand j'ai redécouvert, j'ai fait ah oui, mais je me savais, pour moi, il finissait les 12 travaux et pouf, bingo, c'est gagné, tu deviens un dieu. Voilà, on savait qu'il allait réussir tous les 12 travaux. Si tu par contre, voilà, le truc de ça s'appelle les 12 travaux, bien sûr, le sel du truc et pas de se dire est-ce qu'il va y arriver. Ça, c'était garanti de base. Il va les finir, sinon ça s'appellerait les 10 travaux manqués d'Héraclès. Mais justement, c'était ça mon point de départ narratif, c'était de me dire, je démarre là où on connaît, où on pense connaître peut-être. Donc vraiment, début du premier travail, je commence là. Et petit à petit, ramener ce qui clairement, pour moi et pour tous les gens que je questionnais, était devenu complètement soit un peu évanescent, pas clair, soit même complètement ignoré. Donc notamment, qu'est-ce qui se passe après les 12 travaux? Ça, c'était la question numéro 1 où personne ne savait me répondre. Pourquoi ils faisaient les 12 travaux? Vraiment pas clair. Très peu de gens, beaucoup disaient, il y a un truc avec Héra. Voilà, mais et en vrai, quand on creuse, c'est normal qu'on dise il y a un truc avec Héra parce que c'est vraiment pas clair la relation à Héra. Et moi d'ailleurs, je laisse plein d'espace à l'interprétation. J'ai la mienne, mais je laisse les gens un peu voir ce qu'ils en pensent. Et donc voilà, ouais, du coup le truc était effectivement, et puis on avait le même truc sur Icare, c'est des histoires où presque la conclusion est déjà entendue, mais elle a tellement été racontée
tel quel, brut, qu'on finit par oublier ce qui y mène, hein, effectivement. Donc, pareil, là, l'histoire de Médée qui tue ses enfants, tout le monde va dire Médée, c'est celle qui tue ses enfants. Et quand on dit mais pourquoi elle le fait, là, on se rend compte que les gens, c'est pas clair, ou ont une idée un petit peu de la chose, puis quand ils creusent, ils se disent oui, en fait, non, je ne sais pas. Et du coup, c'est vraiment pour moi, c'était ça le truc qui m'a plu, qui m'a excité, qui m'a donné envie de vraiment le raconter aux gens. C'est tout ce qu'il y a autour du spoiler que tout le monde connaît. Et puis après, il y a quelque chose, au-delà de tout ça, je repensais, mais il y a quelque chose de très rassurant à travailler sur une histoire qui survit pendant des milliers d'années, malgré justement presque la surnarration. Moi, il y avait un truc qui me faisait me dire, quoi qu'il arrive, l'histoire, elle est bien. Donc, quoi que j'en fasse, je sais qu'il y a quelque chose qui est solide dedans, indépendamment de moi. Donc, au pire, je fais quelque chose qui a au moins cette qualité d'avoir une bonne histoire derrière. C'est rassurant, on va dire, en tant que scénariste. Voilà, par exemple, j'ai mis une scène, j'en ai pas retrouvé pour m'aider, je croyais en avoir mise, mais en tout cas, voilà, une pour Héraclès où on a quand même des petites scènes d'intérieur où on a Héraclès papa qui a un enfant, le fait grandir, lui donne à manger, tout ça, même si... Ça se finit mal, comme d'hab. Dès qu'il est heureux, ça tourne mal. Voilà, ça ne dure pas très très longtemps. Alors, du coup, pour le coup, la transition était mieux tout à l'heure, mais j'avais envie de pousser un tout petit peu. Deuxième question, après la mise en récit, la mise en dessin, comment est-ce qu'on choisit le type de dessin ? Parce qu'au cinéma, on choisit plein de choses, on choisit la forme de la pellicule, on choisit les couleurs, on choisit les acteurs, on choisit les décors, mais en réalité, là, c'est presque plus radical, on part d'une page blanche et sans aucune obligation. Donc, peut-être tu peux garder la parole là-dessus et en parler pour les deux, parce que je pense que l'un allant avec l'autre, tu veux peut-être commencer sur Héraclès. Comment tu as choisi que ce serait ça ? Alors, c'est marrant parce que dans les deux, c'est assez différent. Pour Héraclès, moi, à la base, je suis dans le dessin. C'est vraiment mon outil, c'est le dessin. Je me voyais pas du tout scénariste. Je déteste écrire. D'ailleurs, la plupart du temps, je dessine et dessus, je rajoute des bulles. Mais donc, tout Héraclès, tout le projet, comme je disais, est parti d'un projet d'illustration, mais même plus loin que ça, de juste une illustration. À un moment où, arbitrairement, une fois par jour, je venais de finir mes études, et une fois par jour, je me donnais un sujet arbitraire de dessin, et un jour, j'ai fait, tiens, Hercule. Je venais de finir le 3e jeu God of War, où il y avait un combat contre Hercule, et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, j'ai envie de dessiner Hercule. Et immédiatement m'est venue l'idée d'essayer de mélanger à ma façon de dessiner des codes de la poterie grecque. Et donc, j'ai fait un dessin comme ça d'Héraclès. J'aurais presque dû te le donner, tellement il est fondateur, mais c'est pas grave. C'est pas ça, voilà, c'était un peu dans ce genre-là, mais en tout cas, immédiatement, j'ai eu cette idée de... il y a un graphisme qui est ressorti, ce nez, cette façon de dessiner les cheveux, cette allure, le côté aussi, au lieu de faire un homme très musclé dans les canons de beauté des statues grecques, je me suis dit non, si c'est une force de la nature, c'est plus un gros bloc, ce Héraclès. Et donc ce dessin m'a énormément plu et j'ai eu envie d'en faire plus. Je me suis dit, tiens, ça me plaît de mélanger mon dessin à des codes qui ne sont pas naturels pour moi, qui étaient donc ceux de la poterie grecque, cette façon de dessiner voilà, des profils, et puis même après cette gamme de couleurs. Donc presque l'envie de raconter est venue du dessin. C'est pas j'ai une histoire et comment je dessine par-dessus. Mais par la suite, c'est devenu ma démarche qui a plutôt été à chaque histoire, un style différent. Donc, si vous allez voir plus tard l'ensemble de ma bibliographie, il n'y a pas deux trucs qui se ressemblent puisque je raconte des histoires très différentes. Je ne suis vraiment pas celui qui fait que de la mythologie. Et par contre, dans le cas d'Icare, on vient me chercher parce que Héraclès a plu. Et on me dit, est-ce que tu veux trouver un style ? Et là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis parti un peu de cette même volonté de mélange, sauf que au lieu d'aller piocher vraiment dans l'esthétique grecque, je suis allé voir vraiment tout ce qui était crétois, et j'ai vu
C'est ça qui m'a fait dire banco au réalisateur, c'est quand j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose d'assez différent dans notamment les fresques crétoises. Il y avait une façon de dessiner les corps qui était ces corps très allongés. Il y avait quelque chose de plus doux. Il y avait quelque chose aussi au niveau des couleurs qui était beaucoup plus chaud et varié. On était moins dans ce truc de voilà la poterie grecque, le orange et ocre. Et plutôt, voilà, ce dessin-là, là, est peut-être un peu un résumé de. C'est le moment où on s'est dit, on a plus ou moins l'esthétique du film en tête. Là, ces corps en aplat, avec vraiment quasi pas de contour. Donc voilà, dans un cas, l'histoire vient du dessin, et dans l'autre cas, le dessin et les références d'époque viennent se mélanger, et puis quand il y a un réalisateur, moi je propose, et puis lui il dit là, ça me plaît, et on va dessus. Et je te laisse dire comment tu as bossé toi avec ta dessinateur. Peut-être oui, comment est-ce qu'on arrive, est-ce que tu avais déjà l'idée avant d'avoir une dessinatrice? Comment est-ce que s'est passé le choix? Et je crois que j'ai même un peu de quoi le illustrer. Alors, moi, ça a été un petit peu différent parce que, en fait, ce sont les éditions Casterman qui sont venues me chercher parce que j'avais publié 2 romans qui leur avaient plu, et donc ils sont venus me chercher pour me proposer de scénariser une bande dessinée. Et j'ai tout de suite dit oui parce que je suis grande lectrice de bande dessinée et que l'aventure me plaisait beaucoup. Et pour tout vous dire, Médée, j'avais commencé sous forme de roman. Ça s'appelait le roman de Médée. Je l'avais abandonné au bout de quelques péripéties. Ça dormait dans un tiroir. Et en fait, j'ai eu l'idée de transformer ce roman en scénario de bande dessinée. Et l'idée de Casterman, c'était de faire des duos de créatrices. Donc, une scénariste et une illustratrice. Donc, Casterman une fois que le projet a été accepté, etc., je raccourcis un peu l'histoire. Casterman m'a proposé des books, des dossiers de différentes illustratrices. Et parmi ces dossiers, il y avait celui de Nancy Peña. Il se trouve que Nancy Peña avait sorti un livre, d'ailleurs, dont il mettait une illustration consacrée à la mythologie gréco-romaine. Et puis, j'étais allée voir à l'époque sur sa page Facebook et elle cherchait des renseignements sur l'or des Scythes, parce qu'elle avait un dossier à faire là-dessus. Les Scythes, c'est un peuple qui font partie du royaume de Colchide dans l'Antiquité, du royaume mythique de Colchide, celui de Médée. Donc je me suis dit, il y a un destin là, il faut que je travaille avec cette fille-là. Et puis par ailleurs, j'avais été séduite par quelque chose dans le travail de Nancy qui était le caractère globalement réaliste de ces personnages, avec une stylisation et avec une forte propension à intégrer des motifs décoratifs appartenant à une autre culture. En l'occurrence, Nancy, elle met beaucoup de motifs graphiques art déco ou japonisants dans ses illustrations relatives à l'Antiquité. Et ce mélange, vous voyez là, on voit un petit peu, mais il y a beaucoup de détails de mosaïques ou de frises, etc., qui n'ont rien à voir avec l'Antiquité. Et moi, j'avais bien aimé cet éclectisme, ce mélange stylistique qui n'était pas trop servile par rapport à l'Antiquité, parce que justement, j'avais un peu dans l'idée de faire quelque chose qui était un péplum avec les codes du péplum et des personnages globalement réalistes, mais je trouvais ça vraiment intéressant de mélanger les références à tout un tas d'époques et de styles différents, y compris totalement étrangers à l'Antiquité. Donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai eu très très envie de travailler avec Nancy Peña. Alors pour la petite histoire, elle n'était pas libre à l'époque, elle s'était engagée sur un autre projet assez lourd. Et j'ai été vraiment extrêmement déçue. Et Casterman m'a dit, mais on va vous trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, je ne veux travailler qu'avec elle. Donc tant pis, j'attendrai, on attendra qu'elle se libère. Et il se trouve que le projet sur lequel elle était a été abandonné. Et donc, 1 an plus tard, Casterman a proposé à Nancy le projet avec tout le dossier que j'avais monté. Et Nancy a été très séduite. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration, qui est devenue une amitié d'ailleurs.
Et alors, dans le prolongement, comment est-ce qu'on... Alors, pour le coup, Edouard, tu as en partie répondu. Comment est-ce qu'on choisit de faire son héros, de ce à quoi ressemblera son héros? Est-ce que vous avez participé à cette construction de cette Médée graphiquement, quoi, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle sera moins belle? Est-ce qu'elle sera fine? Est-ce qu'elle sera... J'en sais rien. Moi. Quelles ont été vos discussions sur à quoi va-t-elle ressembler? Bien sûr qu'on on en a beaucoup discuté, et on en a d'autant plus discuté qu'on prenait Médée de l'enfance jusqu'à l'extrême vieillesse. Donc, il a aussi fallu qu'on discute de comment on allait la faire évoluer dans le temps et à quel moment dans l'histoire. Alors, on s'est assez vite entendu, en fait. L'idée, c'était de faire un personnage qui contrastait beaucoup avec les femmes de la sphère grecque. Et alors, tout ça est totalement fantasmé, hein, parce qu'on a des descriptions qui ne sont pas du tout cohérentes de Médée dans les textes antiques, mais assez naturellement, on est parti sur une opposition brune-blonde, peau plutôt mate, parce que Médée, c'est une femme de plein air. Et là, vous montrez une illustration de Médée avec les filles de Pélias, qui sont l'archétype des Grecs qui ont eu une éducation grecque, c'est-à-dire, en gros, hein, les Grecs, pour les Grecs, la femme, c'est vraiment une machine à faire des bébés. Donc, surtout les Grecs de la haute société, celles qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre, eh bien, elles vivaient confinées dans un gynécée, avec très peu d'exercice physique, même aucun exercice physique, très peu d'instruction. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire des peaux pâles, des corps qui étaient un petit peu mous, enfin, qu'on sente une forme de mollesse, d'absence de tonicité. Alors, voilà, il fallait rester dans la nuance, mais donc, on a fait des blondes, et en face, c'était une brune piquante, plus affûtée, plus musclée. Donc voilà, on s'est assez vite mis d'accord là-dessus. On voulait un personnage qui était séduisant, qui était beau, mais en même temps avec un potentiel qui suscite parfois un peu l'inquiétude. Donc voilà, elle a aussi beaucoup travaillé sur sa physionomie, mais on s'est mis assez rapidement d'accord, Nancy et moi. Il y a eu la première image que je vous avez montrée, les premiers croquis en noir et blanc, c'était les premiers essais qu'elle avait faits. Et finalement, le personnage définitif, il n'est pas très éloigné de ses premiers essais. Hein. Donc voilà, ça a vraiment été une collaboration très... ça a bien fonctionné, le dialogue a très bien fonctionné. Alors, pour par exemple l'évolution du personnage, Nancy a eu l'idée que juste après le meurtre des enfants, elle ait les cheveux qui blanchissent sur une petite bande sur le côté, quoi, au niveau de la tempe. Donc voilà, on a installé cette bande de cheveux blancs qui arrive dans sa chevelure après le meurtre des enfants, comme pour marquer qu'il y a une sorte de cassure et qu'elle abandonne tout un pan de sa vie, qu'après le meurtre, ça ne sera jamais plus comme avant. Et puis voilà, donc on a réfléchi à tous ces petits moments. Alors, le moment d'adolescence, donc c'est au moment où elle a ses premières règles, c'est raconté dans l'histoire. On affine un petit peu le visage. Enfin bon, voilà, tout ça est très agréable à mettre en place. Et ça se fait, en l'occurrence, ça s'est fait dans la concertation avec Nancy parce que, en fait, la collaboration entre l'illustrateur et le scénariste, elle peut être très différente selon les duos. En l'occurrence, moi, quand j'ai écrit le scénario, je ne savais pas du tout comment le dessinateur voudrait travailler. Donc, il y a quelques indications directives dans le scénario, des descriptions. Alors, à chaque fois, quand l'élément est important pour le scénario, hein, voilà, on peut réclamer telle ambiance colorée, telle disposition dans la planche. Mais il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une dessinatrice qui voulait travailler dans une collaboration continue. Et ça, pour moi, ça a été un vrai cadeau et un vrai plaisir. Et puis, je pense que ça nous a apporté à l'une comme à l'autre parce que sur certains points, j'ai légèrement fait évoluer mon scénario et Nancy a écouté aussi ce que j'avais à dire sur le graphisme de la série. Et
Edouard, tu nous as répondu un peu sur la manière de construire le personnage. En revanche, il y a quand même 3 tomes, ça prend du temps. Tu l'as dit, tu as commencé à partir d'un dessin qui était une sorte de décès et qui s'est transformé. Du coup, il y a une espèce de double vieillissement, me semble-t-il, dans la trilogie. Il y a ça, c'est une des premières, si ce n'est la première, bon presque, apparition du personnage. Ouais. Troisième page. Donc on est vraiment pas loin. Il y a une espèce de double vieillissement de ton dessin. Vieillissement est peut-être pas le bon mot, mais et du personnage qui évolue en même temps, ce qui donne des choses pas très longtemps après. Là, on doit être dans le deuxième tome. On est toujours sur le premier, mais on est toujours sur le premier, mais déjà on a une forme de... Il y a plus on est à 100 pages, donc ça a commencé à bouger. Ça affine, effectivement. Et puis j'ai dû mettre ça parce que quand même tu as fait vieillir Héraclès, qui des fois pour une antiquisante c'est un peu bizarre d'avoir un vieil Héraclès. Donc est-ce que tu peux nous dire de cette espèce de parcours en fait de dessin qui suit graphiquement, qui suit aussi le parcours de la vie du personnage? Alors, il y a eu un truc, donc comme je disais, presque dès le début, j'avais son look général. Mais bon, j'ai dû démarrer, j'ai vendu le projet, je suis démarré comme ça tout de suite. J'aurais peut-être aimé passer un tout petit peu plus de temps à le caler parfaitement. Si on regarde bien, il est un peu mou et il change un peu de design d'une case à une autre tout le début. Ce que j'explique souvent, c'est que c'est seulement quand j'ai commencé à dédicacer le premier tome que j'ai vraiment figé son design, la façon de le dessiner, à force de le faire des centaines de fois en vite fait pour des gens. Et c'était j'avais moins le côté faut juste que ça marche dans cette case. Là, quand on me disait j'aimerais bien l'avoir sur une planche à roulettes, là j'aimerais bien l'avoir qui fait ceci, cela. Donc voilà, au début il est moins calé, mais finalement ce qui marche bien avec le récit, c'est que je suis, sauf un tout petit flashback à un moment, chronologique, et ce qui permet justement de faire que le personnage s'affine, vieillit, donc ça ne choque pas, je trouve, et presque même justement ça montre à quel point il se solidifie et il devient qui il est au fur et à mesure. Et puis après, par contre, il va finir sur le vieux. Enfin, plus que vieux, c'est le Héraclès mourant, puisque voilà, il y a l'histoire de la toison empoisonnée. Finalement, il vit pas si longtemps que ça, même s'il n'y a pas des dates, etc. Mais voilà, oui, il y a un truc que j'essaye de régler maintenant, mais qui presque a marché. Il y a plein de choses sur cette série qui ont marché en dépit de choses que j'aurais dû faire autrement. Et donc, notamment, le fait que son design se solidifie au fur et à mesure, je trouve que presque ça dit quelque chose. Il démarre pas sûr de lui, presque un peu cassé, ça on l'apprend plus tard. Il est clairement dépressif en fait au début de tous ces travaux, je pense. Et au fur et à mesure, il reprend une façon d'être sûr de lui qui fait que aussi mon dessin devient plus assuré et lui aussi. Donc ça raconte quelque chose après coup. Tout comme tout l'aspect général très crayonné, pas tout propre, ancré. Au début était un choix de gain de temps. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était très efficace pour parler de quelqu'un d'aussi brut et même d'une époque aussi peu, pas si civilisée que ça. Ou en tout cas, quand je suis allé visiter, ça m'échappe tout d'un coup, le royaume. Le royaume du roi qui demande les 12 travaux, ça s'appelle, là où il y a la porte au lion. Mycène. Mycène, merci, voilà. Quand j'ai vu à quoi ressemblait Mycène, je me suis dit, en fait, c'est bon, je suis raccord. C'est de la grosse pierre, c'est assez brut, et voilà. Donc je me suis rendu compte que ça marchait bien au final. Et alors, je vais faire une dernière question de ma part pour laisser un tout petit peu de place quand même au public, parce que je pense que vos réponses risquent d'être longues, enfin en tout cas peut être développées sur ce sujet. On parle de dessin depuis tout à l'heure, de mise en image. On n'a pas trop parlé de mise en mouvement. Et
pour le coup, puisqu'on fait un colloque sur le péplum, ça m'intéresse particulièrement. Alors, je montre 2-3 images comme ça sur la mise en mouvement, comment tu présentes des scènes aussi. Justement, ce qui est très intéressant dans la bande dessinée, c'est que pour le coup, les images sont fixes, mais en fait, elles sont pas si fixes parce qu'il y a la case. Donc là, j'ai un peu choisi ça pour exprès. Une des premières fois avec les jeux du format de case qui peuvent donner une forme de séquence qui est hyper cinématographique. Alors j'ai fait un tout petit montage parce que je le trouve rigolo, mais il veut vraiment pas se mettre dans le bon sens. Il y a des fois où tu as même, c'est peut-être sans doute la seule fois, mais où tu as même remis les mêmes trucs. Alors normalement le troisième il est là. Bon, du coup on n'a pas le boom parce qu'il veut pas se mettre dans le bon sens. Mais donc une question finale sans être finale, c'est comment est-ce qu'on fait le mouvement, comment est-ce qu'on utilise une page, parce que mine de rien, on n'a pas parlé de BD, donc on n'a même pas parlé des interstices, etc. Et quel rapport au cinéma, ce qui va ensemble, je parlais encore une fois de mise en scène, de mise en mouvement, de tout ça. Si tu veux continuer. Allez, j'attaque. Alors, un des points, une des lignes que je m'étais donné, c'est il va souvent se passer un peu la même chose, c'est-à-dire Héraclès contre créature X, gros combat et Héraclès gagne à la fin. Du coup, mon truc était de me dire, il va falloir à chaque fois que je trouve une autre façon de séquencer, découper, voilà, que je ne répète pas tout le temps la même solution. Donc, comme on le voyait sur celle du sanglier, je me suis dit, tiens, complètement silencieux comme ça dans la neige avec des grandes bandes en hauteur. Contre le lion au début, il y a un peu effectivement une sorte de course-poursuite. Il y a énormément de... Alors c'est un des trucs qui a surpris pas mal de gens, même qui me disaient je n'aime pas le manga et compagnie. Ça, j'ai eu beaucoup cette discussion avec des lecteurs et je leur ai souvent expliqué, en fait, ce qui vous plaît dans les scènes d'action d'Héraclès, c'est beaucoup des codes du manga. Moi, je suis un grand lecteur de ça et il y a eu encore une fois une sorte de... C'est le même truc dans le péplum quand on veut un peu donner un vent de fraîcheur, c'est on va mélanger des choses peut-être très modernes avec quelque chose d'époque. Pas loin de mon adaptation est sorti le fameux 300 qui tout d'un coup a cartonné parce que voilà, on avait des scènes d'action hyper modernes en façon de filmer avec ce style à l'ancienne. Mais donc oui, mon truc était toujours de me dire comment je peux trouver une autre idée pour raconter. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment, on a un plan fixe presque cinéma avec tout qui se passe dans le même cadre. Effectivement, j'aime bien moi jouer aussi souvent avec ce truc de la caméra est au même endroit et on voit ce qui... est fixe sur un élément et on voit ce qui se passe autour. Mais ouais, j'essayais toujours de trouver quelque chose de nouveau, et puis naturellement le fait de mélanger des codes qui sont pas les codes de la BD à papa et de la BD mythologique normale a tout de suite créé quelque chose d'un petit peu nouveau. Et alors, du coup, je vais peut-être transformer un tout petit peu la question pour vous, Blandine, parce qu'en tant que scénariste, c'est pas vous qui faites la mise en mouvement, et en fait si, parce que en plus vous m'avez donné des super documents, parce qu'il y a toute la question du séquençage. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment vous l'avez fait, parce que si je me trompe pas, là aussi ça dépend énormément des gens qui le font et du couple scénariste-dessinateur. Alors j'imagine quand on est et scénariste et dessinateur, ça doit être encore différent. Mais alors est-ce que là aussi vous pouvez nous dire quel a été votre rôle là-dedans, comment vous en avez parlé, etc. Parce que ça a l'intérêt aussi que vous avez explicité les choses que peut-être quand on est et des scénaristes et dessinateurs, on n'explicite pas, on met pas de mots dessus. Oui, comme je vous le disais, je ne savais pas du tout si j'allais être dépossédée du scénario au niveau du travail de mise en image. Donc, j'avais quand même eu à cœur de proposer une forme de mise en scène quand même et des détails concernant certains décors lorsque c'était important pour le scénario, justement, pour l'histoire. Donc, c'est vrai que le scénario, là, dont vous avez mis un extrait du début, mais j'ai beaucoup raisonné en parfois des descriptions case par case. Et puis, le vocabulaire du cinéma, champ contre champ, plongée contre plongée, panoramique, etc. Alors là, l'image que vous projetez,
j'avais même parfois effectivement intégré au scénario une iconographie. Vous voyez que l'iconographie qui figure dans le scénario, on la retrouve sur le vase qui est dans le strip du milieu, hein, dans la bande du milieu. C'est-à-dire que j'avais aussi fourni effectivement un matériau iconographique à Nancy. Et puis après, la problématique du mouvement, c'est beaucoup elle aussi qui avait des choses à dire, évidemment, et des choses à apporter. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez mis celle-là, mais il y a une planche où c'est dans le palais de Corinthe et on voit une sorte de labyrinthe à la Piranèse. Je ne sais pas si vous l'avez mise dans le diaporama, non? Je crois pas, celle-là, je crois pas l'avoir vue. En fait, Nancy travaille beaucoup, mais j'ai vu qu'Édouard Court le fait aussi, sur en fait, un même décor qui court sur plusieurs cases. Et donc, les personnages parcourent ce décor qui reste identique, mais qui est montré à différents moments de l'action. Donc voilà, Nancy, elle a tout un tas de trucs graphiques aussi pour faire sentir le passage du temps, pour suggérer le mouvement. Alors là, ce que vous projetez, c'est différentes étapes du travail. C'est-à-dire, alors à la fin, on ne le faisait plus, ça, mais au début, on le faisait. Nancy m'envoyait un crayonné, donc c'est ce qui est représenté sur la page de gauche, hein, du côté gauche de l'image. Donc c'était une mise en place crayonnée des différents plans, etc. Et puis une fois qu'on avait discuté, modifié, validé, elle passait au crayon, enfin à l'ancrage en noir et blanc plus précis. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas, c'était vraiment tout le temps dans le dialogue, quoi. Voilà. Et alors j'avais dit que c'était ma dernière question, mais en fait j'ai un peu menti parce que j'ai une dernière question. Et parce que ça fait quand même 3 jours qu'on se dit, ce qu'on voudrait, c'est savoir ce qu'ont fait les créateurs et comment eux ils définissent leurs œuvres. Ridley Scott n'a pas voulu nous répondre, mais puisque vous êtes là, j'ai une question simple. Est-ce que diriez-vous que vous avez fait du péplum? Ah ouais, voilà. Alors voilà, comme ça te laisse le temps de réfléchir. Hein. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est quand même une grande fresque narrative qui se déroule dans un contexte antique. Maintenant, Médée, c'est assez psychologique. Donc, je dirais que c'est un péplum psychologique. Voilà. Mais pas oui, celui-là de sous-genre. On a défait le genre en essayant de trouver et de ne pas trouver. Enfin, on n'a jamais trouvé d'ailleurs exactement ce qu'on voulait. Mais alors, le péplum psychologique, on peut le rajouter à notre liste. On était arrivé le pire, enfin le plus. On était arrivé sur du méta-néopéplum, je ne sais plus quoi. Moi, je le sens comme ça. C'est-à-dire que il y a les ingrédients du péplum, mais finalement qui sont concentrés sur pas grand-chose parce que les éléments d'action un peu grandiose, c'est tout ce qui concerne les argonautes. Hein. Mais moi, je présente ça justement presque comme un anti-péplum, c'est-à-dire que pour moi, les argonautes, c'est une bande de ratés de pieds nickelés qui font du bateau. Donc c'est presque un anti-péplum. Et après, il y a Médée qui se trouve confiné, en fait. Et ça devient, pour moi, un péplum psychologique. Voilà. Ok, merci. Édouard? Ouais, peut-être méta-péplum, c'est pas mal. Hein. En gros, quand j'ai démarré, je me suis pas dit je vais faire un péplum, mais maintenant que c'est fini, je me dis oui, quand même, c'en est un. Mais tu m'avais posé la question de me préparer mentalement à dire le rapport au péplum, lequel il est. Et en fait, j'ai l'impression déjà, en me questionnant là-dessus, je me suis dit, bon, certes, j'en ai vu plein, mais c'était pas les premières choses auxquelles je pensais. Presque mes refs, mais justement les choses numéro 1 qui m'ont remis sur la voie. Bon, déjà, c'est un amour depuis l'enfance des 12 travaux d'Astérix. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est chef-d'œuvre absolu. S'il y a un film d'Astérix à voir, nous, on le fait rentrer dans la catégorie péplum. C'est là que. Et en fait, et après, justement, la série de jeux God of War qui, juste avant, venait de se conclure, en tout cas la partie grecque, et qui, pour moi, du coup, sont déjà, eux, presque des méta-péplums, c'est-à-dire qu'ils reprennent les codes, mais en les tordant. Donc Astérix en rendant tout ça très drôle et
en jouant avec presque des scènes cultes de certains films, mais les détourner. Et puis, The God of War, c'est carrément, voilà, on y retourne et on assassine tout le, tout le panthéon, littéralement. Donc voilà, j'ai l'impression déjà d'avoir été élevé par du métapéplum. Alors, néo-métapéplum, pourquoi pas, ouais, on doit être là-dedans. Mais finalement, après, on en vient à un moment où on retourne aux sources. Donc, c'est peut-être le début d'une nouvelle boucle. Et puis, on a peut-être fait juste le péplum de notre époque. Et puis, dans 15-20 ans, les gens diront on est parti de là et on a fait autre chose encore. J'ai hâte de voir. Ça me fait penser à Xavier Nolan qui a dit qu'il est en train de faire une Odyssée qui est justement le nouveau Christopher Nolan, pardon, je fais tout le temps ça, qui est en train de refaire une Odyssée parce que lui, il revient aux sources et qui fait une Odyssée des sources. Bon, je m'arrête là. Est-ce que la salle veut réagir? Est-ce que la salle a des questions? Il y a un micro quelque part, je veux bien que... Ouais, merci Romain. Bonjour et merci pour les interventions. J'avais une question pour vous, du coup, monsieur Cour. C'était concernant le fait de passer de la création où on est seul, où on décide des dessins, on les réalise, on crée son histoire, à de la direction artistique. Et si vous aviez eu, du coup, des difficultés à verbaliser ce que vous vouliez dans les échanges avec d'autres personnes. Parce que quand on est face à nous-mêmes et qu'on a une idée, on la fait directement. Mais quand on veut transmettre à quelqu'un une idée qu'on a précisément dans sa tête, pour arriver à la verbaliser, à la faire comprendre à l'autre personne, c'est parfois un peu complexe. Donc, voir si vous aviez eu ces difficultés-là et comment vous aviez fait pour pallier ça et arriver à un dialogue clair avec les interlocuteurs et même au niveau aussi sur Icarl, justement, au-delà du dessin, de tout ce qui est son, parce que c'est quelque chose qui est différent par rapport, mais qui est super important aussi. Donc voilà, tout ce dialogue-là, comment ça s'est passé? Alors, difficile, non, au contraire. Ce qui est très dur, c'est d'être longtemps tout seul sur des projets. Moi, j'en suis maintenant au moment où je passe de l'un à l'autre. Ça m'a fait beaucoup de bien de bosser sur ce film, justement, de déléguer une partie, ou en tout cas de de m'enlever le poids des choix. Parce que quand on est tout seul sur un projet, absolument tout est un choix, et il y en a plein de possibles. Alors là, sur Héraclès, c'était le cas. Hein. À chaque fois, je me disais, la moindre petite scène, j'ai 3 versions, qu'est-ce que j'en prends, etc. Bon, il y avait presque quelque chose, j'ai eu de la chance qui faisait que hyper vite, j'avais les réponses qui me tombaient dessus. Et c'est qu'à la fin que j'ai réalisé ce que je faisais dans son ensemble, quoi. Mais voilà, le fait d'écrire une histoire, c'est déjà à chaque fois à choisir, je montre ça, pas ça, je vais là, je vais ci, je parle de ça, mais donc pas de ça. Choisir à quoi ça ressemble, choisir ce qui est écrit dans les bulles. Voilà, cet ensemble de choix, à un moment, devient très lourd. Et tout d'un coup, de juste proposer des choses et que tous les choix finaux soient pris par quelqu'un d'autre, donc un réalisateur, c'est extrêmement libérateur. Par contre, au bout de un an et demi là-dessus, je commençais à me dire, tiens, moi aussi j'ai envie de raconter mon truc à moi. Et donc, du coup, derrière, j'ai refait une BD à moi, mon histoire. Et donc, le rapport parfait, c'est d'aller de l'un à l'autre. Faire des choses où on maîtrise tout. C'est notre petit bébé, notre petit projet à nous. Et en parallèle ou juste après, aller sur quelque chose où c'est collaboratif, où c'est peut-être justement le projet de quelqu'un d'autre et on essaye de juste s'adapter. Il y a plein de fois sur Icar où je proposais 3 dessins, j'aurais pas choisi le même que le réalisateur, mais lui il disait moi c'est ça que j'aime bien, je disais allez, on y va, on va vers là. Donc c'est très bon d'aller un peu des deux côtés, de travailler être un peu dans son petit projet égotique. Et puis après, laisser le goût de côté et puis se dire, je vais essayer de faire du mieux possible pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est très bien d'avoir les deux, je trouve, personnellement. Bonjour, merci pour les interventions. Je trouvais ça absolument passionnant.
Une question que je me pose sur la première journée du colloque, on a eu des médiateurs scientifiques qui nous ont dit que par moment, dans la création, on donne un élément, on dit ça, ce serait bien que ce soit représenté parce que c'est historique, et on leur dit non, on va pas faire ça parce que dans l'œuvre, ça rentre pas. Est-ce que tous les deux, dans vos créations, ça vous est arrivé à un moment que quelqu'un veuille intégrer un élément pour renforcer l'historicité et que ce soit refusé par le réalisateur ou l'éditeur? Et peut-être même, je vais l'élargir un petit peu. Est-ce qu'à des moments, vous avez fait de l'autocensure en vous disant « Ah ça, ils vont pas comprendre ». Ensemble, en fait. Attaque, c'est toi la scénariste. J'imagine qu'on t'a refusé des choses, peut-être. Alors nous, la question, on y a beaucoup réfléchi avec Nancy parce que, bon, Médée n'est pas un personnage historique, mais néanmoins, pour les anciens, ces histoires-là se passent dans une période historique qui se situe aux environs du XIIIe, XIIe siècle avant notre ère. Et donc, la question s'est vraiment posée de comment on va représenter cet univers-là. Est-ce qu'on va vers quelque chose qui se veut historique ? C'est un peu la démarche qu'a faite Eric Schanauer, qui a écrit L'Âge du Bronze sur donc la mise en scène de la guerre de Troie. Et donc, est-ce qu'on essaye de reconstituer une civilisation qui serait celle de la fin de l'Âge du Bronze ? Ou est-ce qu'on se dit, on est dans un monde de toute façon qui n'a jamais existé, dans le sens où déjà Médée, la façon dont les Athéniens du 5e siècle avant notre ère, dans l'Athènes classique, se représentaient Médée, était bourré d'anachronismes. Donc, avec Nancy, on s'est dit, on va se simplifier la vie, on va assumer l'anachronisme. Et donc, on ne va pas chercher un réalisme qui, de toute façon, a quelque chose de totalement chimérique, puisque nous ne représentons pas un temps réellement historique. Et donc, on s'est laissé la liberté de mélanger absolument toutes les références à l'Antiquité qu'on avait envie d'intégrer. Notamment, on a vu tout à l'heure des poteries du 5e siècle, etc. Donc, le décor dans lequel on installe Médée est un décor totalement fantaisiste, avec des colonnes doriques, des vases grecs du 4e siècle. Enfin, on a tout mélangé sans se poser la moindre question. On s'est dit, au moins, ça nous accorde une totale liberté. Et on a même aussi créé, par exemple, pour la civilisation de Colchide, celle du pays barbare dont vient Médée, Nancy a vraiment mélangé des références mésopotamiennes, crétoises, art déco, enfin, comme je disais tout à l'heure. On a fait une sorte de grand melting pot. Et ça nous semblait finalement assez dans l'esprit de la façon dont, déjà dans l'Antiquité classique, on se figurait ces temps mythiques. Donc, on ne s'est pas du tout embarrassé de ça. Il n'y a eu aucune autocensure. Voilà. C'est marrant, je crois là-dessus, on a pris un peu la même route, puisque pareil, après, il y a quelque chose justement de la mythologie, il n'y a pas de date précise. Justement, pour les Mycéniens, déjà, Héraclès était une histoire imaginaire qui était pour eux dans un passé éthéré. Donc, moi, je disais souvent, effectivement, que j'étais plus essayer de représenter un imaginaire collectif plutôt que quelque chose de très documenté historiquement. C'est marrant parce qu'en voyant les dessins de Médée, je me serais dit que vous aviez vachement documenté, que c'était hyper carré sur les costumes, les décors, etc. Et en tout cas, ouais, je voulais même pas que la question se pose. Et du coup, effectivement, je mélangeais les sources. Mais il y a quelque chose comme ça, quand on est dans la mythologie, j'ai l'impression qu'on peut être dans ce sorte de mélange de différentes époques, puisque même ça dit quelque chose sur le fait que certainement les anecdotes, les fameux 12 travaux, beaucoup pensent qu'ils ont été agrégés les uns aux autres à différentes périodes, que c'est certainement 12 choses incroyables qu'ont fait des personnages différents et qui petit à petit se sont retrouvés dans un seul. Mais voilà, il y a quelque chose qui est peut-être pas, pour revenir à la question, ceux qui en ont parlé, je pense, parlaient de péplum hyper historique. Je ne sais pas si on raconte l'histoire de Spartacus, on est vraiment à une date extrêmement précise.
Et je peux comprendre effectivement que pour les historiens, il y a toujours un côté, non, ils peuvent pas, il peut pas y avoir cette scène dans les douches puisqu'à l'époque ils se lavent pas pareil. Je ne sais pas, je prends un exemple, mais il y a toujours ce petit moment où on tord. Effectivement, je trouve ça toujours un petit peu dommage quand on prétend être historique. De pas écouter complètement. Après, on est toujours sur, quelle que soit l'époque, les théories en archéologie, on reste toujours sur des théories à un certain moment, à un certain niveau de détail. Mais effectivement, faire complètement l'inverse, puis on connaît tous ces histoires de... Je sais que le pouce en l'air, pouce en bas n'a aucune fondation historique, par exemple, et qui maintenant est devenu tellement intégré qu'on a l'impression que historiquement c'était vrai. Il y a un petit problème là-dessus, peut-être de la génération qui vient, qui va rétablir les choses. On va voir ce que fait Nolan avec tout ça, peut-être. Est-ce qu'il y a un retour au réalisme? Je ne sais pas. Alors, si on parle du futur, je pense que le mieux, c'est encore de parler de notre futur maintenant, qui va être d'aller au cinéma. On vous remercie beaucoup. Au passage, nous, on s'est dit dès l'introduction qu'on ne ferait pas de fact-checking, donc on n'a pas fait ça. On s'y est tenu jusqu'à la fin. Je suis assez contente. En vrai, il n'y en a quasiment pas eu. Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux. On laisse les créateurs. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci Blandine d'avoir été là malgré la distance, malgré les difficultés de trajet, etc. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, et j'espère que maintenant vous en avez tous envie, on va se retrouver juste de l'autre côté de la rue pour parler un peu plus d'Icare et ensuite surtout pour le voir. Donc je vous invite à nous retrouver maintenant et encore merci. Merci à vous.